Hélène Garcia n'avait jamais anticipé que ce moment arriverait, se tenant au milieu d'une brasserie parisienne animée, équilibrant un plateau de vaisselle dans une main et son ventre arrondi sous un tablier informe dans l'autre, pour croiser le regard de l'homme même qu'il avait abandonné des années auparavant. Son costume taillé sur mesure, sa montre étincelante et son entourage tape à l'œil criaient la richesse et le pouvoir, bien loin de l'étudiant fauché qu'elle avait connu. Sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, Hélène se força à respirer. Le riche millionnaire lui adressa un sourire suffisant, ignorant tout du secret qui allait bientôt bouleverser son monde entier. Les lumières du centre de Paris scintillaient à travers les larges fenêtres du Grand Hôtel des Chênes. C'était la veille d'une somptueuse soirée de collecte de fonds organisée par les entreprises Dubois. Michel Dubois, le jeune héritier milliardaire de la fortune Dubois, s'épanouissait dans de tels événements sociaux. Au milieu des hauts murs de verre, de la foule raffinée et de l'ambiance tourbillonnante de la musique jazz, il tenait sa cour. Vêtu d'un costume bleu nuit sur mesure, Michel se déplaçait à travers la foule de politiciens, de PDG et de célébrités comme un lion arpentant son territoire. Mais si quelqu'un y avait prêté attention, il aurait pu déceler des moments fugaces d'agitation dans ses yeux, le sourire soigneusement répété, le rire vide aux compliments superficiels. Il y avait un courant sous-jacent d'insatisfaction derrière tout cela. Michel but une gorgée de champagne, laissant le goût vif le distraire des pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Son téléphone vibra. Un message de son associé, Patricia Fournier, l'informait d'une nouvelle propriété commerciale prête à être acquise. Au moment où il s'apprêtait à répondre, le père de Michel, le légendaire magnat, T. Robert Dubois, se matérialisa à ses côtés. Grand et redoutable, Robert avait la prestance d'un homme qui possédait la moitié de la ville. Et en effet, il en était proche. « Tu regardes encore ton téléphone ?» dit Robert d'un ton mi-amusé, mi-désapprobateur. Michel leva les yeux, esquissant un rapide sourire. « Je règle quelques détails. Patricia a trouvé une nouvelle propriété que nous pourrions arracher à un concurrent en difficulté. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. » Robert hocha la tête. « Reste concentré, mon fils. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'affaires. Il s'agit d'alliance, d'impression et de perpétuer l'héritage des Dubois. » Michel entendit la sonnerie familière de la pression paternelle dans cette phrase. Perpétuer l'héritage des Dubois. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, c'était le seul tambour au rythme duquel il avait marché. Il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelqu'un et chose dans sa vie. Mais il ne laisserait jamais son père voir ce doute. Il s'excusa pour saluer quelques connaissances, passant devant le buffet élégamment dressé, où il remarqua une jeune femme, grande, gracieuse, avec un sourire tranquille, travaillant pour le service traiteur. Elle lui semblait vaguement familière. Michel s'arrêta une seconde, ressentant une étrange attraction, mais le souvenir ne se cristallisa pas. Il passe son chemin, considérant cela comme une illusion d'optique, un simple caprice de sa mémoire fatiguée par des semaines de travail acharné et de nuits trop courtes. Pourtant, l'image de son visage, la douceur de son expression, restèrent tôt gravées dans un coin de son esprit, une note dissonante dans la symphonie parfaitement orchestrée de sa soirée. Il se sentait observé, non pas par les requins des affaires ou les politiciens avides qui l'entouraient, mais par un regard qu'il ne pouvait situer, un regard qui semblait le connaître au-delà du masque de milliardaire qu'il portait. Il secoua la tête, chassant cette pensée importune, et se replongea dans une conversation sur les fluctuations du marché boursier, le sourire professionnel de nouveau fermement en place. Le lendemain matin, Michel se réveilla dans son penthouse surplombant la ville. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées. Il enfila sa tenue matinale habituelle, chemise impeccable et pantalon de costume, et prit son café noir, fort et sans sucre, tout en parcourant les rapports financiers sur sa tablette. Au milieu des lignes de chiffres et de projections, il fut ramené à de vieux fantômes qu'il pensait avoir enterrés. Il se souvint d'une époque où il n'était pas encore le PDG, mais un étudiant de 2e année rebelle à la Sorbonne, caché des paparazzis sous un pseudonyme. C'est à ce moment-là qu'il avait rencontré Hélène Garcia. Elle suivait des études de lettres et travaillait à temps partiel au café du campus. Ils méprisaient tous les deux les illusions typiques de la haute société et trouvèrent un terrain d'entente tard dans la nuit, assis dans des bibliothèques désertes ou des pizzerias bon marché, partageant leurs espoirs et leurs rêves. La relation s'épanouit rapidement. Michel initia Hélène à une vie de petit luxe, payant pour des dîners romantiques et des escapades de week-end. Bien qu'il n'ait jamais mentionné l'empire de son père
Il se sentait bien d'être apprécié pour ce qu'il était, et non pour le nom Dubois. Et Hélène était sincère, une rêveuse qui voulait devenir auteure. Quand ils étaient ensemble, elle lui lisait des bribes de poèmes qu'elle écrivait sur des serviettes en papier, lui racontait les histoires de la foi inébranlable de sa grand-mère en l'amour, et partageait sa peur de se perdre dans un monde chaotique. Ils se promenaient, long de la Seine, main dans la main, se nantant invincibles, comme si Paris tout entier leur appartenait. Michel se sentait enfin lui-même, libéré du poids de son nom de famille. Il se souvint d'une nuit particulière où, assis sur les marches du Sacré-Cœur, elle lui avait parlé de son désir d'avoir une famille, un foyer rempli de rires et de livres, un refuge loin du tumulte du monde. Ces mots étaient si purs, si sincères, qu'il avait cru, pour la première fois, à la possibilité d'un bonheur simple et authentique. Mais la peur se mua en chagrin lorsque le père de Michel découvrit la relation. Face à un ultimatum, rester avec cette fille indigne ou perdre son accès à l'empire du bois, Michel se retrouva acculé. Il avait des ambitions, des obligations, et un père qui projetait une ombre dont il ne pouvait s'échapper. Avalant la boule qu'il avait dans la gorge, il choisit l'approbation de son père. Ce fut une confrontation laide et douloureuse avec Hélène lors de leur dernière conversation, alimentée par la panique et la colère. Il prononça des mots cruels, attaquant ses rêves et ridiculisant ses origines modestes. Elle partit en larmes, et il ne la revit plus jamais. Michel s'extirpa de sa rêverie, se frottant les tempes comme pour effacer le souvenir. C'était de l'histoire ancienne, se dit-il. Il avait tourné la page. Elle avait sûrement tourné la page aussi. Il était inutile de s'attarder sur des choses qui ne pouvaient être changées. Quelques semaines plus tard, Michel s'aventura dans l'un des restaurants exclusifs de la ville pour un déjeuner d'affaires avec Patricia Fournier. En tant que DAF des entreprises du bois, Patricia était méthodique, vive et inflexible lorsqu'il s'agissait de conclure des affaires. Ils étaient arrivés en avance, occupant une cabine privée à l'arrière. Au moment où Michel s'apprêtait à finaliser les détails d'un achat immobilier d'1 million d'euros, son regard dériva vers une serve, maniant un lourd plateau avec une grâce impressionnante. Il se figea. Elle était enceinte, visiblement, peut-être de 6 ou 7 mois. Il y avait quelque chose de frappant de familier dans ses yeux, la courbe de son visage. Il détourna le regard, sentant une étrange tension dans sa poitrine. La serveuse s'approcha de leur table, plaçant soigneusement leur boisson devant eux. De près, ses traits remuèrent de vieilles émotions qu'il pensait avoir enterrées. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval, et elle arborait une expression lasse qui accompagnait l'épuisement des longues journées de travail. Il jeta un coup d'œil à son badge. H. Garcia. Le temps sembla ralentir. Hélène, était-ce possible? Mais son expression était détachée, professionnelle. Elle ne sourit pas, n'offrit aucun signe de reconnaissance. Peut-être se trompait-il. Il bafouilla en la saluant, une vague d'embarras le submergeant. « Y a-t-il autre chose? Ce que je puisse vous apporter ?» demanda-t-elle poliment, sa voix portant une douce mélodie qui lui envoya des frissons dans le dos. Patricia regarda à peine la serveuse. « Nous vous le ferons savoir si nous avons besoin de quoi que ce soit d'autre. Merci. » Elle se tourna de nouveau vers Michel. « Alors, à propos de la propriété dans le quartier de la Défense, allons-nous de l'avant ?» Michel se force à reprendre la conversation. « Oui. » Procéder avec les formalités juridiques. Alors qu'Hélène s'éloignait, les yeux de Michel la suivirent. Et si? Non, se dit-il. Ce n'était pas possible. De plus, elle avait manifestement tourné la page. Elle était enceinte, probablement mariée. Un tourbillon d'émotions contradictoires menaça de le déstabiliser. Le reste du déjeuner fut un supplice. Il peinait à se concentrer sur les chiffres et les stratégies que Patricia lui présentait, son esprit revenant sans cesse à la silhouette d'Hélène se déplaçant entre les tables. Chaque geste, chaque regard jeté à un client ravivait un souvenir, une douleur sourde. Il se surprit à imaginer sa vie. Était-elle heureuse? L'homme qui partageait sa vie la traitait-il bien? La pensée qu'un autre homme puisse toucher la peau qu'il avait autrefois caressée, entendre les poèmes qu'elle lui avait autrefois murmurés, lui était insupportable. Patricia, sentant sa distraction, le rappela à l'ordre. « Michel, ce contrat est crucial. Votre père attend des résultats. » Il hocha la tête, le nom de son père le ramenant brutalement à la réalité, à la raison pour laquelle Hélène n'était plus dans sa vie. « Je sais, Patricia. Finalisons ça. » Mais alors qu'il signait les documents, son regard se porta une dernière fois vers elle, et il sut que cette rencontre fortuite n'était pas la fin, mais le début d'un trouble qu'il ne pourrait ignorer. 2 jours plus tard, Michel fit une visite surprise au même reste, au rang.
Une partie de lui était poussée par une compulsion qu'il ne pouvait expliquer. Patricia le taquina, le soupçonnant d'être intéressé par une nouvelle entreprise, mais il dit qu'il appréciait simplement l'ambiance. Il ne vit pas Hélène au début. Le coup de feu du déjeuner battait son plein, avec des serveurs se précipitant et des clients remplissant chaque siège. Après avoir balayé du regard la foule animée, il l'aperçut enfin. Elle essuyait activement une table, le front plissé par la concentration. Son ventre était plus proéminent sous la chemise noire serrée de son uniforme. La vue de cela tordit quelque chose en lui. Regret, jalousie, confusion. Qui était le père? L'aimait-elle? Mais plus profondément que cela, Michel se souvint qu'il avait autrefois parlé de fonder une famille avec elle lors de nuits étoilées pendant leur idylle universitaire. Elle avait voulu des enfants un jour pour partager le même amour inconditionnel que sa grand-mère lui avait donné. Il s'approcha un peu, espérant qu'elle lèverait les yeux, lui donnerait peut-être un signe qu'elle le reconnaissait. Mais elle garda ses distances, travaillant rapidement pour suivre le rythme de la foule. Une frustration irrationnelle bouillonnait en lui. Très bien, si elle voulait prétendre qu'il n'était personne. Soit. Quelques instants plus tard, il prit place à une table vide, jetant un coup d'œil dans sa direction. Elle s'approcha avec son carnet. Il releva le menton, adoptant la posture suave et confiante qui était devenue sa seconde nature. « Je prendrai le plat du jour, » dit-il, puis il marqua une pause. « Hélène Garcia, n'est-ce pas ?» Ses yeux brillèrent une fraction de seconde, mais elle garda son sang-froid. « Oui, monsieur, » dit-elle poliment, comme si elle parlait à un parfait inconnu. Il força un sourire désarmant. « Vous me dites quelque chose. » Elle nota sa commande sans lever les « yeux ». « On me le dit souvent, » dit-elle sèchement. « Excusez-moi. » Son ton sec le piqua. Elle disparut dans la cuisine avant qu'il ne puisse insister. Michel sentit la colère monter. Comment osait-elle le rejeter si cavalièrement? Il se dit qu'elle était juste professionnelle. Mais une voix dans sa tête lui murmura qu'il le méritait, après la façon dont il l'avait quitté. Pendant la demi-heure qui suivit, il attendit son plat, scrutant chacun de ses mouvements. Elle naviguait dans le restaurant avec grâce, aidant les clients malgré le poids de sa grossesse. Elle réussit même à adresser un tendre sourire à un vieil homme à une table d'angle. Pourtant, chaque fois que leurs regards se croisaient, elle était froide et distante. Finalement, alors qu'elle servait son déjeuner, il laissa échapper une remarque insensible, la défense et la blessure alimentant ses mots. « Alors, le père est dans les parages ou… » Les lèvres d'Hélène se resserrèrent. « Ça ne vous regarde pas. » Il ricana, se penchant en arrière. « Je suppose que non. Ça semble juste être un travail difficile de servir des tables dans votre état. Mais bon, certains choix nous mènent là où nous sommes, n'est-ce pas ?» Elle blêmit, la colère et la douleur vacillant dans son regard. « Profitez de votre repas, » dit-elle avant de s'éloigner d'un pas rapide. Michel regretta instantanément le venin dans son ton, mais il était trop tard. Il resta assis, la nourriture se refroidissant dans son assiette, le goût de la victoire étant devenu cendre dans sa bouche. Il avait voulu une réaction, n'importe quoi pour briser cette façade de glace, mais il n'avait réussi qu'à lui infliger plus de douleur et à creuser le fossé entre eux. Le poids de ses propres paroles l'accablait. Ce n'était pas l'homme qu'il voulait être, mais c'était l'homme que la peur et l'orgueil avaient fait de lui des années auparavant, et il se momblait qu'il n'avait pas changé. Il quitta le restaurant en laissant un billet de 100 € sur la table, un geste vide qui, il le savait, ne pourrait jamais réparer le mal qu'il venait de faire. Cette nuit-là, Hélène était assise dans son studio exigu en périphérie de la ville. Elle était épuisée au-delà des mots, ses pieds lancinants et son dos endolori par les services incessants. Des larmes perlèrent à ses yeux, tandis qu'elle caressait la douce courbe de son ventre. Pourquoi Michel Dubois, ce Michel Dubois, devait-il réapparaître? Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour enterrer les souvenirs de leur mariage éphémère. Ils s'étaient secrètement mariés un été pendant leurs études, follement amoureux, convaincus qu'ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Mais lorsque Robert Dubois découvrit le secret, les conséquences furent rapides et impitoyables. L'équipe juridique des Dubois avait fait rédiger des papiers d'annulation avec un ultimatum qui tiendrait Hélène à l'écart de leur précieux héritier. Sous pression, humiliée et confuse, elle était partie le cœur brisé et sans un sou. Elle avait lutté pour se construire une nouvelle vie. Elle s'était consacrée à terminer ses études, mais le destin lui avait asséné coup sur coup. La santé de sa grand-mère s'était détériorée et les factures médicales s'étaient accumulées. Hélène avait dû abandonner ses études pour travailler à plein temps. Elle joignait les deux bouts pendant un certain temps.
Mais tout devint encore plus compliqué lorsqu'elle se découvrit enceinte, non pas d'une aventure sans lendemain, mais d'une brève réunion avec Michel juste avant qu'il ne quitte à nouveau la ville. Elle n'avait jamais réussi à l'en informer. Elle se disait qu'il s'en ficherait, pas après la façon dont les choses s'étaient terminées. Mais le voir à la brasserie, se moquant d'elle, ravivait les braises d'une vie, fureur. Elle essaya de le chasser de son esprit, se concentrant sur la manière d'offrir une vie décente à son bébé. Pourtant, il y avait une pointe de trahison et de chagrin qui refusait de s'estomper. Elle se leva et se dirigea vers la petite kitchenette, se préparant une tisane. En attendant que l'eau chauffe, elle regarda par la fenêtre la vue peu inspirante d'une cour en briques. Elle se souvint de la vue depuis le petit appartement qu'ils avaient partagé près de Montmartre, un minuscule studio avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Ils passaient des heures à cette fenêtre, à imaginer leur avenir. Il lui avait promis le monde, pas le monde de la richesse de son père, mais un monde qu'ils construiraient ensemble, fait de mots, de rêves et d'amour. Elle posa une main protectrice sur son ventre. « Nous n'avons pas besoin de lui, mon petit, » murmura-t-elle. « Nous nous en sortirons. » Mais au fond d'elle, une partie d'elle, même la jeune fille qui avait cru aux contes de fées, pleurait la perte non seulement d'un amour, mais d'une vie qui aurait pu être. La réapparition de Michel n'avait pas seulement rouvert de vieilles blessures, elle l'avait forcée à affronter le fantôme de la femme qu'elle avait été et des rêves qu'elle avait été contrainte d'abandonner. Et cette confrontation était presque plus douloureuse que le souvenir de son départ. Michel ne pouvait se défaire de sa confusion. Quelque chose à propos d'Hélène tiraillait les coins de son esprit plus férocement que jamais. Il décida de faire appel à un détective privé, Georges Lambert, une vieille connaissance à la manière discrète. Si cette serveuse était vraiment Hélène Garcia, il voulait savoir ce qu'elle était devenue. À tout le moins, il voulait tourner la page. Georges lui fit son rapport une semaine plus tard. Hélène avait vécu dans plusieurs petits appartements au cours des dernières années. S avait occupé des emplois précaires et avait récemment commencé à louer son studio actuel. Aucune mention d'un conjoint, aucun père officiel inscrit sur le certificat de naissance imminent du bébé. Georges hésita au téléphone, comme s'il ne savait pas comment formuler sa prochaine phrase. « Il y a autre chose. Les archives indiquent que vous avez été marié à une certaine Hélène Garcia. Il y a un acte de mariage civil de courte durée à la mairie, mais il a été annulé. Les dossiers sont scellés, avec des signatures de puissants avocats partout. Êtes-vous au courant de cela, monsieur Dubois ?» Le pouls de Michel martela. Oui, le souvenir humiliant était gravé dans son cerveau. Pendant tout un été, il avait été follement heureux avec elle. Puis il avait laissé son père réduire leur union en miettes. « Je vois », murmura-t-il, le téléphone froid dans sa main. Georges s'aventura prudemment. « Souhaitez-vous des informations supplémentaires ?»« Est-ce » Michel déglutit. « Non, c'est assez pour l'instant. » Il mit fin à l'appel, son esprit tourbillonnant. Annulée ou non, Hélène avait été sa femme. Elle n'avait jamais complètement quitté son cœur. Maintenant, elle était enceinte. Serait-ce son enfant? La colère vacilla en même temps que la honte. Elle aurait dû le lui dire, mais d'un autre côté, il n'avait fait aucun effort pour la contacter. Il était parti, ou plutôt, il avait permis à son père de la repousser. La possibilité que cet enfant soit le sien était comme une décharge électrique. Cela reconfigurait tout son univers, ses priorités, sa vision de lui-même. Il n'était plus seulement Michel Dubois, le PDG impitoyable. Il pouvait être un père. Cette pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Il passe des heures à regarder le vide depuis son bureau au sommet de la tour Dubois, les lumières de Paris s'étalant à ses pieds comme une mer de diamants. Mais pour la première fois, la vue ne lui procura aucun sentiment de puissance, seulement un profond sentiment de solitude. Il avait conquis la ville, mais il avait perdu la seule personne qui lui avait un jour donné l'impression d'avoir un foyer. Il devait savoir la vérité, et il devait l'entendre de ses propres lèvres. Il ne pouvait plus se cacher derrière des enquêteurs ou des suppositions. Il devait lui faire face, non pas en tant que milliardaire condescendant dans un restaurant chic, mais en tant que l'homme qu'il avait laissé tomber et qui peut-être espérait une chance de se racheter. Michel se rendit à la brasserie pendant une après-midi calme, déterminé à obtenir des réponses. Il trouva Hélène derrière le comptoir, se frottant le bas du dos d'une douleur évidente. Elle le vit et se tendit, son sang-froid vacillant un instant. « Je dois te parler », dit-il, la voix basse et urgente. Elle balaya du regard la brasserie presque vide et désigna une table, le dans un coin. « Très bien, tu as 5 minutes. J'ai des tables à servir. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Il inspira brusquement avant de parler. « Hélène, je sais pour l'annulation.
Je sais que nous étions... Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Mariés, autrefois. Elle eut un rire amer. Oui, tu t'en souviendrais si tu ne m'avais pas tourné le dos si facilement. Ses yeux s'emplirent de culpabilité. J'étais jeune, et mon père... Tu avais le choix, l'interrompit-elle, la voix vive. Ne blâme pas ton père. Tu as choisi ta fortune et ton empire, et tu m'as laissé partir. Son sang-froid se fissura alors que des larmes menacèrent de faire surface. Mais elle se ressaisit. Il déglutit, ravalant sa honte. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais je dois savoir. Il fit un geste vers son ventre. Est-ce le mien? Elle l'étudia, un tumulte d'émotions dans son regard. Colère, chagrin, désir et défi. Puis, sa mâchoire se crispa. Et si c'est le cas, es-tu prêt à sacrifier ton précieux empire du bois cette fois-ci, ou es-tu juste là par curiosité? Son estomac se noua. Il était à la fois furieux contre lui-même et désespéré. Je mérite ça. Mais oui, je veux savoir. Une lueur d'incertitude traversa ses yeux. Puis, doucement, elle dit « Oui, Michel, ce bébé est le tien. » Un silence s'abattit comme une couverture suffocante. Toute la vie de Michel, les fondations qu'il avait construites autour de l'ambition et du succès, tremblèrent sous la prise de conscience qu'il allait être père. Après un long moment, il expira et murmura « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle laissa échapper un ricanement amer. « J'ai essayé. Du moins, j'y ai pensé. Puis je me suis souvenu avec quelle facilité tu peux me rejeter quand je ne rentre pas dans les plans de ton père. Je n'ai pas besoin de ta pitié ni de ton argent. Je peux m'occuper de cet enfant, n'est-ce toute seule. » Le cœur de Michel battait la chamade. Il voulait dire 1000 choses, s'excuser, promettre de changer, déclarer qu'il la protégerait, elle et leur enfant à naître. Mais Hélène se leva brusquement, les larmes aux yeux, et dit « J'ai des clients à servir. » Il la regarda s'éloigner, une douleur creuse se logeant dans sa poitrine. Il resta assis, immobile, longtemps après qu'elle soit retournée au travail. Les mots « ce bébé c'était le tien » résonnaient dans ses oreilles, chaque syllabe démantelant un peu plus la forteresse qu'il avait érigée autour de son cœur. Il n'était plus seulement un homme d'affaires, il était un père qui avait été absent, ignorant, cruel. La honte était un poids physique, le pressant sur sa chaise. Il regardait Hélène se déplacer dans la pièce, sa force et sa résilience le frappant avec une clarté brutale. Elle l'avait porté, leur enfant, seul, tout en supportant les difficultés financières. C'est la douleur de sa trahison. Comment pouvait-il commencer à réparer cela? L'argent semblait une insulte, des excuses semblaient creuses. Il quitta la brasserie, non pas avec un sentiment de résolution, mais avec un poids encore plus lourd qu'à son arrivée. La vérité ne l'avait pas libéré. Elle l'avait enchaîné à la réalité de ses échecs. Michel passe les jours suivants dans un état second, dormant à peine. Il se rendait moins souvent au bureau, laissant Patricia Fournier se demander si quelque chose de catastrophique s'était produit. Quand elle essaya de l'interroger sur des affaires urgentes, il l'écarta, prétextant une crise personnelle. La nuit, il arpentait son penthouse avec son mobilier moderne et élégant et ses vues imprenables sur la ville, ne ressentant aucun du confort qu'il lui procurait autrefois. La seule chose qui occupait son esprit était Hélène et le bébé qu'elle portait. La culpabilité lui tordait les entrailles, or qu'il rejouait les vieux souvenirs, leur mariage secret à la mairie, le murmure de la voix du maire alors qu'ils échangeaient leurs vœux, leurs promesses chuchotées d'éternité. Il avait été si convaincu que l'amour pouvait tout conquérir. Pourtant, il avait laissé la peur et la cupidité éclipser cet amour. Il envisagea de se présenter à l'appartement d'Hélène avec une valise pleine d'argent pour lui offrir son soutien. Mais il grimaça en pensant à quel point cela pourrait paraître condescendant. Au lieu de cela, il réfléchit à la manière de prouver qu'il se souciait d'elle. Comment prouver qu'il n'était plus le jeune homme naïf qui avait jeté leur amour? Déterminé à faire quelque chose, Michel retourna à la brasserie, cette fois discrètement et sans entourage. Il attendit dehors jusqu'à la fin de son service. Quand elle sortit, son manteau plié sur le bras, il était là, à côté de sa berline de luxe noire. Elle se figea, les clés à main, la lassitude dans les yeux. « Encore toi, dit-elle, la voix épuisée. Il déglutit difficilement. « Hélène, s'il te plaît, laisse-moi te ramener chez toi. » Elle hésita, les épaules raides, mais l'air d'épuisement sur son visage suggérait sa réticence à se battre. Avec un soupir, elle hocha la tête et il lui ouvrit la portière.
Pendant qu'il traversait les rues humides de la ville, elle regardait par la fenêtre, silencieuse. Il n'osa pas allumer la radio, craignant que le bruit ne brise ce moment fragile. Finalement, il parle, la voix tremblante de sincérité. « Je suis désolé pour tout. J'ai été un lâche et je t'ai fait du mal. Si je pouvais annuler ce qui s'est passé, je le ferais. » Les lèvres d'Hélène se resserrèrent. « Mais tu ne peux pas. » Il hocha la tête. « Je sais, mais je peux t'aider maintenant, nous aider. Laisse-moi subvenir à tes besoins pendant cette grossesse. Les frais médicaux, les frais de subsistance, tout. T'es ce dont tu as besoin. Et après la naissance du bébé, j'aimerais faire partie de sa vie, si tu me le permets. » Des larmes remplirent ses yeux, bien qu'elle les chassât en clignant des paupières. « J'ai appris à survivre par moi-même. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce n'est pas seulement de l'argent. Je veux être là. Je veux faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Elle hésita, déchirée. Une partie d'elle se souvenait du garçon d'université doux et sincère dont elle était tombée amoureuse. Une autre partie criait que c'était Michel Dubois, le même homme qui avait choisi la richesse plutôt que l'amour. « Je vais y réfléchir, » dit-elle doucement, alors qu'ils arrivaient devant son modeste immeuble. Il hocha la tête, le soulagement et l'inquiétude se mêlant dans son regard. « Puis-je te raccompagner jusqu'en haut ?» Elle secoua la tête en sortant. « Je peux me débrouiller, » dit-elle. Puis elle s'arrêta, ajoutant une note, plus douce à sa voix. « Merci pour le trajet. » Michel la regarda monter les marches jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Une petite lueur d'espoir s'alluma en lui, mêlée à une lourde dose de regret. La nouvelle de la grossesse d'Hélène ne resta pas cachée longtemps. Robert Dubois avait un réseau d'informateurs dans tous les coins de la ville, et il n'était pas surprenant qu'il découvre bientôt les absences inhabituelles de Michel et la rumeur d'une serveuse enceinte. Furieux, il convoqua Michel dans son hôtel particulier, une demeure majestueuse en périphérie de Paris, bordée de pelouses manucurées et de portails gardés. Michel trouva son père dans le grand bureau, entouré de portraits d'ancêtres Dubois et des attributs de la vieille fortune. Le visage de Robert était tendu, la mâchoire serrée. « J'entends dire que tu cours après une femme qui porte ton enfant, » dit-il, la voix empreinte de désapprobation. Michel bomba le torse, se préparant. « Je ne la poursuis pas. J'essaie de réparer mes torts. C'est mon ex-femme, Hélène Garcia. » Les yeux de Robert se plissèrent. « Cette serveuse de bas étage ? Je pensais que nous avions réglé ça il y a des années, que ce mariage était annulé. » Il fit un geste dédaigneux. « Nous lui avons fourni une compensation et nous nous sommes assurés qu'elle reste à l'écart. Cette affaire est classée. » La colère de Michel éclata. « Elle n'est pas classée. Elle est enceinte et c'est ma responsabilité. Je ne l'abandonnerai pas à nouveau. » Robert le fixa d'un regard froid. « Responsabilité. Elle t'a clairement manipulé. Elle a toujours voulu une part de la fortune des Dubois, et maintenant elle utilise un enfant comme levier. Tu ne dois plus t'impliquer avec elle. » Michel fit un pas en avant, les poings serrés sur les côtés. « Il ne s'agit pas de la fortune, père. Il s'agit pour moi de faire ce qui est juste. J'ai fait une erreur, et je ne la répéterai pas. » Le regard de Robert vacilla d'une rage à peine contenue. « Tu es le PDG des entreprises Dubois. Tu as des obligations envers les actionnaires. Ce scandale pourrait ternir le nom de notre famille. Elle sait exactement ce qu'elle fait en ayant ce bébé. Si tu es sage, tu verras que ce n'est rien d'autre qu'un piège. » Michel tremblait de frustration. « Tu ne l'as jamais aimée parce qu'elle était pauvre. Mais l'argent ne définit pas la valeur d'une personne. Je ne te laisserai pas décider de l'avenir de mon enfant. » Robert se redressa, l'image d'un roi tyrannique refusant de céder. « Alors tu apprendras à la dure, » dit-il froidement. « N'attends pas mon soutien. » Mais Michel n'était plus ce garçon d'université effrayé. Il tourna le dos à son père, quittant le bureau les poings serrés. Pour la première fois de sa vie, il n'allait pas laisser Robert Dubois dicter sa voix. Malgré sa lassitude, Hélène permit à Michel de l'accompagner à un rendez-vous chez le médecin pour un contrôle prénatal de routine. Il insista pour la conduire à la clinique, refusant de la laisser prendre le bus. Pendant le trajet, un silence gêné planait, mais de temps en temps, ils échangèrent un regard qui en disait long sur les affaires inachevées. Ils s'assirent dans la salle d'attente, un spectacle étrange, Michel dans son costume coûteux, Hélène dans son manteau usé. Elle feuilletait un magazine tandis qu'il essayait de ne pas regarder les autres femmes enceintes autour d'eux, tout aussi anxieuses mais soutenues par des conjoints ou des partenaires aimants. Une pointe de culpabilité le frappa à nouveau. Il aurait dû être là depuis le début. Après l'échographie, le médecin tendit à Hélène une image granuleuse en noir et blanc du bébé. Elle sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Michel se pencha, son cœur battant la chamade alors qu'il distinguait la forme minus.
culs et délicates d'une vie humaine, leur enfant. Des larmes perlèrent derrière ses paupières. Dans le parking ensuite, une vague d'émotion le prit par surprise. Il posa une main douce sur l'épaule d'Hélène. « Merci de me laisser faire partie de ça. » Elle inspira profondément. « Je n'ai jamais voulu t'exclure complètement. J'avais juste peur. » Il hocha la tête. « Je comprends. » Une nouvelle détermination se solidifia en lui. Il ne la laisserait pas tomber cette fois. Il l'invite à dîner. Elle hésita, mais finit par accepter de le rencontrer dans une modeste brasserie près de son appartement. Un endroit de son choix, pas un restaurant coûteux avec des lustres en cristal. Ce soir-là, ils s'assirent dans une banquette d'angle, le bourdonnement des conversations autour d'eux. Michel fit un effort pour lui demander comment elle allait, évitant de parler de finances ou du passé. Il voulait écouter. Hélène révéla comment sa grand-mère était décédée, comment les factures d'hôpital l'avaient endettée et comment elle avait jonglé d'un emploi à l'autre. Elle partagea sa peur de ne pas finir ses études, son rêve d'écrire un roman qui pourrait donner de l'espoir à d'autres dans des circonstances difficiles. Michel absorba chaque mot, sa culpabilité s'intensifiant. Quand ils se séparèrent, il lui tendit une fine enveloppe. « Ce n'est pas un pot de vin, dit-il doucement. C'est une offre pour couvrir tes soins prénatals et toutes les dettes des factures médicales. S'il te plaît, laisse-moi juste aider. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais l'épuisement dans ses os l'emporta. Le salaire de la brasserie couvrait à peine son loyer. Les factures s'accumulaient et le bébé aurait besoin de soins appropriés. À contre-cœur, elle accepta. La nouvelle de l'implication de Michel avec Hélène atteignit les hautes sphères de la société parisienne. Les rumeurs circulèrent lors des galas, aises de charité. Patricia Fournier, préoccupée par l'impact que cela pourrait avoir sur les acquisitions à venir, tenta de le raisonner. « Michel, écoute, je sais que tu as des problèmes personnels, mais le dossier de la propriété de la Défense a besoin de ton attention. » Le conseil d'administration s'impatiente avec ces rumeurs. Michel se frotta les tempes. « Je m'en occupe. Programme les négociations finales pour la semaine prochaine. D'ici là, tiens-les à distance. » Patricia soupira. « Fais juste attention à la réaction de ton père. Il ne va pas rester les bras croisés. » La mâchoire de Michel se crispa. « Mon père peut faire ce qu'il veut. C'est ma vie. » Fidèle à l'avertissement de Patricia, Robert Dubois lança une campagne discrète pour pousser Hélène hors de la ville. Il contacta son propriétaire, le pressant d'augmenter le loyer ou d'annuler son bail. Il parla avec le propriétaire de la brasserie, menaçant de nuire à son entreprise. Ceci Hélène n'était pas licenciée. Lorsque Michel découvrit ces manipulations, il confronta son père dans une dispute houleuse qui faillit se terminer en coups. « Laisse-la tranquille !» hurla Michel dans le bureau de son père, le visage rouge de fureur. « Ou je jure que je quitterai les entreprises du bois. » Le visage de Robert se durcit. « Tu quitterais tout ce que j'ai construit pour une serveuse. » Michel croisa le regard de son père, le souffle court. « Ce n'est pas n'importe quelle serveuse. C'est ma femme, ex-femme, et c'est mon enfant. » Il tourna les talons et sortit. Au moment où il partit, le téléphone de Michel vibra. Un texto urgent d'Hélène disait « Il m'expulse. Je n'ai nulle part où aller. » Il jura entre ses dents et traversa la ville à toute vitesse. Le propriétaire emballait ses quelques affaires dans des cartons, le visage désolé mais ferme. « Je suis désolé, mademoiselle Garcia. Je suis sous pression. » Michel confronta l'homme, rédigeant un chèque conséquent pour couvrir les prétendus frais de résiliation de bail et le loyer futur. Le propriétaire, les yeux écarquillés, recula rapidement. Hélène se tenait au milieu des cartons, des larmes coulant sur son visage. Cette nuit-là, Michel l'escorta jusqu'à un logement temporaire, un condominium meublé et propre qu'il possédait, lui disant qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Bien que réticente, Hélène réalisa qu'elle n'avait pas d'autre option. Elle emménagea, le cœur battant à la prise de conscience qu'elle était de nouveau empêtrée dans la vie de Michel Dubois. Dans les jours qui suivirent, un semblant de normalité tenta de s'installer. Hélène vivait dans le condominium, continuant à travailler à temps partiel à la brasserie lorsque sa santé le permettait. Michel lui rendait fréquemment visite, apportant des provisions, achetant des vitamines prénatales, et même la conduisant à ses redoutables contrôles de routine. La tension persistait entre eux, mêlée de vieilles blessures et de nouvelles possibilités. Parfois, il riait d'un souvenir idiot de leur premier rendez-vous à l'université, comment il avait renversé du soda sur son carnet. Il parlait de tard dans la nuit de l'avenir du bébé, débattant des prénoms et des deuxièmes prénoms avec une excitation feutrée. Il y avait même des moments de silence où ils se regardaient simplement, la question non dite flottant dans l'air.
Pourrions-nous recommencer ?» Mais Hélène restait sur ses gardes. Elle n'oubliait jamais avec quelle facilité Michel l'avait autrefois mise de côté. Pendant ce temps, Michel luttait avec le poids du mécontentement de son père et le regard scrutateur du conseil d'administration. Pourtant, la vie qui grandissait dans le ventre d'Hélène les rapprochait, tissant un lien qu'aucun des deux ne s'attendait à ressentir à nouveau. Un sourire, alors qu'Hélène triait les cartons qu'elle avait sauvés de son ancien appartement, elle tomba sur une vieille boîte à chaussures remplie de souvenirs de ses années d'université. Pressée entre les pages d'une anthologie de poésie, se trouvait une lettre jamais envoyée qu'elle avait écrite dans l'angoisse après l'annulation. Elle disait « Cher Michel, je ne sais pas si tu verras jamais ces mots, mais j'ai besoin de les écrire. Je t'ai aimé plus que je ne peux le dire. Même maintenant, je t'aime encore. Mais ton silence parle plus fort que tous les vœux que nous avons prononcés. Je voulais une vie avec toi, un foyer construit sur l'amour et la confiance. Tu as choisi de me laisser partir si facilement. Ça fait plus mal que je ne peux le supporter. Mais je ne supplierai pas. Je suis plus forte que ça. Peut-être qu'un jour tu réaliseras ce que tu as perdu. Ou peut-être que je ne serai qu'un souvenir qui s'estompe et que tu te forgeras un nouvel avenir sans moi. Quoi qu'il en soit, je dois avancer. Adieu, mon amour. » Des larmes brouillèrent donc sa vision en lisant. Elle pensait avoir enterré ses émotions. Elle ne lui avait jamais montré cette lettre, préférant se morfondre seule dans son chagrin. Maintenant qu'il était de retour dans sa vie, elle se sentait déchirée entre la colère et l'amour persistant dont témoignait cette lettre. Plus tard dans la nuit, Michel frappa à sa porte pour déposer de nouveaux vêtements de maternité. La trouvant les yeux rouges, il demanda doucement « Hélène, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui tendit la lettre sans un mot. Il la lut, les mains tremblantes, le chagrin gravé sur ses traits. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il, la voix chevrotante. « Si je pouvais remonter le temps et tout changer, je le ferais. Il s'arrêta, l'émotion l'étranglant. Les défenses d'Hélène commencèrent à s'effriter. Elle sentit l'attraction de l'amour qu'ils avaient partagé autrefois, assez fort pour traverser des années de douleur. Il la regarda dans les yeux, brillant de larmes. « J'ai eu tort, Hélène. J'ai été un imbécile. J'ai regretté chaque jour. » Elle ferma les yeux, les larmes coulant librement. « Les mots ne répareront pas ça, Michel. Je sais, » dit-il, la voix craquant, « mais peut-être que les actions le peuvent. » Et pour la première fois depuis des lustres, elle le laissa la prendre dans ses bras. Il l'enlaça doucement, et elle pressa son visage contre sa poitrine, s'autorisant un moment de réconfort dans la chaleur de son étreinte. Pendant ce temps, Robert Dubois, voyant que son fils refusait d'abandonner Hélène, recourut à une dernière mesure désespérée. Il menaça de démettre Michel de ses fonctions de PDG des entreprises Dubois. Il manipula les membres du conseil d'administration en utilisant sa participation majoritaire pour appeler à un vote de défiance, citant les distractions personnelles de Michel et son mauvais jugement comme raison de son inaptitude à diriger. La nouvelle frappa Michel comme un coup de poing à l'estomac. Si le conseil votait contre lui, tout ce pour quoi il avait travaillé s'évaporerait. Plus que cela, il savait que cela compliquerait davantage sa capacité à soutenir financièrement Hélène et le bébé. Son père l'acculait à nouveau. Cette fois, cependant, Michel était devenu plus fort. Avec l'aide réticente de Patricia Fournier, Michel obtint suffisamment de votes par procuration de membres du conseil sympathisants qui croyaient en sa vision de l'entreprise. Le jour de la réunion cruciale du conseil, il se tint à la tête de la longue table en acajou, regardant chaque membre dans les yeux. Robert le fusillait du regard depuis son siège à l'autre bout. La voix de Michel résonna avec conviction alors qu'il s'adressait à eux. « Je suis conscient qu'il y a eu des rumeurs sur ma vie personnelle. Permettez-moi d'être clair. Mon engagement envers les entreprises Dubois est inébranlable. Je nous ai menés vers de nouveaux sommets avec des expansions et des acquisitions rentables. Ma vie personnelle n'a aucune incidence sur mes capacités en tant que PDG. Cependant, je ne sacrifierai pas le bien-être de mon enfant ou de la femme que j'ai aimée autrefois simplement pour préserver une image. Si cela signifie perdre mon titre, soit. » Un murmure parcourut les membres du conseil. Robert ricana. « Alors, vous admettez que vos affaires personnelles interfèrent avec votre travail ?» Michel se tint droit, impassible. « Mes affaires personnelles me donnent une perspective. Nous ne sommes pas seulement une société, nous sommes des gens qui construisent des avenirs. Je refuse d'être un costume vide courant après les profits à tout prix. Et si je dois choisir entre la famille et les affaires, je choisirai la famille. »
Patricia, qui n'avait autrefois juré que par les chiffres, fut émue par sa sincérité. Elle vota en faveur de Michel, et bien que Robert Dubois se soit battu avec acharnement, Michel conserva de justesse sa position. Vaincu, Robert sortit en trombe, jurant de couper Michel de sa fortune personnelle. Mais Michel tint bon. Il garderait son rôle de PDG par ses propres mérites. Alors que la date d'accouchement d'Hélène approchait, Michel se réveillait chaque matin avec un étrange mélange d'excitation et de terreur. Il les inscrivit à des cours de préparation à l'accouchement, assistant à des sessions où il s'entraînait à emmailloter des poupées et apprenait à changer des couches. Les autres couples de futurs parents les taquinaient avec bienveillance, et Hélène, dans des moments de timidité, présentait Michel comme « le père de mon bébé ». Un soir, après un cours particulièrement instructif, ils retournèrent au condominium. Hélène était fatiguée, posant une main sur le bas de son dos. Michel la conduisit doucement jusqu'au canapé. Il s'accroupit, plaçant sa paume sur son ventre. Le bébé donna un coup de pied, et le visage de Michel s'illumina d'un émerveillement enfantin. Hélène rit, des larmes brillant. À ce moment, une vague d'amour la submergea, assez puissante pour effacer momentanément l'amertume. Elle réalisa qu'elle tenait encore profondément à lui, peu importe comment elle essayait de le nier. Michel prit une profonde inspiration. « Hélène, quand nous étions à l'université, je t'ai promis un avenir qui n'est jamais arrivé. Je veux réparer ça. Je veux que nous soyons une famille, si tu peux un jour me pardonner. » Elle lui caressa la joue. « Il ne s'agit pas seulement que je te pardonne, Michel. Nous devons tous les deux guérir. La confiance a été brisée. Elle ne reviendra pas du jour au lendemain. » Il hocha la tête, des larmes menaçant de s'échapper de ses yeux. « X. Je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Aux premières heures d'une nuit d'orage, Hélène se plia en deux sous l'effet des contractions. Michel, réveillé par ses cris de douleur, appela immédiatement une ambulance, l'aidant à monter à l'arrière. La panique et l'excitation se livrèrent de bataille en lui. Il ne pouvait pas la perdre à nouveau, pas maintenant. À l'hôpital, les néons se reflétaient sur les sols polis, tandis que les infirmières la précipitaient vers la maternité. Michel lui tenait la main, lui murmurant des encouragements, bien qu'elle serre parfois les dents de colère, et lui serre la main si fort qu'il grimaçait. Les heures passèrent, dans un flou de moniteurs, de bips, de prières chuchotées et de respirations lourdes. Finalement, avec une dernière poussée et un cri qui résonna dans les couloirs de l'hôpital, leur fille vint au monde. Le médecin plaça un petit paquet frétillant dans les bras d'Hélène. Michel regarda son nouveau-né, des larmes coulant sur son visage sans honte. « Elle est parfaite !» suffoqua-t-il. Dans la chaleur de cette chambre d'hôpital, avec le tonnerre grondant au loin, Hélène regarda Michel, berçant leur fille, et sentit quelque chose en elle se réparer. À travers le chagrin et la trahison, ils avaient somehow retrouvé leur chemin. Elle savait que le voyage n'était pas terminé. La confiance devait être reconstruite, et le passé les hantait encore. Mais à cet instant lumineux, l'espoir fleurit. La nouvelle de la naissance du bébé se répandit rapidement dans les cercles d'affaires et sociaux. Certains tabloïds tentèrent de dépeindre Hélène comme une croqueuse de diamants, attrapant un milliardaire, tandis que d'autres en firent une histoire touchante d'amants réunis. Michel engagea un spécialiste des relations publiques pour repousser les rumeurs les plus vicieuses, déterminé à protéger Hélène et leur fille, qu'ils nommèrent Aurore Grâce Dubois, des yeux affamés de la presse. Robert Dubois envoya une note de félicitations laconique, mais ne fit aucune tentative de visite. Michel ressentit une pointe de tristesse, bien qu'elle fût tempérée par la résolution. Il ne laisserait pas l'orgueil de son père ternir ce nouveau départ. Dans les semaines qui suivirent, Hélène se retrouva à vivre dans une confortable maison de ville que Michel avait achetée dans un quartier plus calme de la ville. Au début, elle insista pour retourner à son travail, mais avec un nouveau-né, la logistique était décourageante. Michel la convainquit de prendre son temps, lui promettant une indépendance totale une fois qu'elle aurait décidé de ses prochaines étapes. Lentement, Hélène commença à croire qu'il n'essayait pas simplement de l'acheter. Elle lui permit de la soutenir pendant son congé de maternité, réalisant que pour une fois, il n'essayait pas de la contrôler. Il y est sincèrement d'être là pour leur enfant. Un après-midi, un coup à la porte surprit Hélène. Elle ouvrit et trouva Robert Dubois sur le seuil, portant un grand ours en peluche et une expression froide. Elle déglutit, s'écartant pour le laisser entrer. Il regarda bébé Aurore endormie dans son berceau, le visage illisible. « Je suis venu voir l'enfant, dit-il d'un ton bourru.
Hélène hocha la tête. Elle fait la sieste. Robert étudia Aurore un moment, puis se tourna vers Hélène. Soyons clairs. Vous et moi ne serons jamais d'accord, mais mon fils vous a choisi, ainsi que ce bébé. Je ne peux pas changer ça. La mâchoire d'Hélène se crispa. C'est votre petite fille. Voulez-vous une relation avec elle? Il hésita, trahissant une once de vulnérabilité. Peut-être, mais je ne prétendrai pas vous apprécier ni oublier que vous avez compliqué l'avenir de ma famille. Hélène sentit la colère monter, mais elle garda une voix stable. Tout ce que je demande, c'est que vous traitiez votre fils et votre petite-fille avec respect. Et si vous décidez de vouloir faire partie de sa vie, faites-le de tout cœur. Ne nous sabotez pas à nouveau. Il fit un signe de tête sec, laissant l'ours sur la table basse. « Nous verrons », marmonna-t-il en se retournant et en sortant. Le cœur d'Hélène battait la chamade. Elle détestait cet homme pour la douleur qu'il avait causée. Pourtant, elle vit une lueur de possibilités pour qu'Aurore ait un grand-père. Plusieurs semaines plus tard, alors qu'Aurore s'épanouissait, Hélène s'inscrivit à un programme en ligne pour terminer ses études. Elle se remit à écrire des nouvelles, des poèmes, un essai sincère sur ses expériences d'amour et de trahison. Michel, voyant sa passion ravivée, eut une idée. Il contacta une vieille amie d'université devenue agent littéraire, Grace Martin, qui accepta de jeter un œil au travail d'Hélène. Au début, Hélène ne résista. Elle ne voulait pas dépendre des relations de Michel, mais finalement, elle réalisa que la vie lui offrait une autre chance de poursuivre son rêve. Grace lut l'un des essais personnels d'Hélène et fut émue par sa sincérité brute. Elle encouragea Hélène à l'étendre en une série de textes sur la manière de surmonter l'adversité. Encouragée, Hélène écrivit fiévreusement pendant les siestes d'Aurore, tissant l'histoire de sa vie, de l'étudiante naïve à l'épouse secrète, à la femme abandonnée, à la mère célibataire en difficulté, et enfin à une mère retrouvant sa voie. C'était cathartique. Elle n'était plus la victime des circonstances. Elle traçait son propre chemin. Le printemps arriva, peignant la ville de douces teintes de rose et de vert. Michel avait passé presque chaque moment libre à aider Hélène à s'occuper d'Aurore. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans un parc tranquille avec leur fille dans une poussette, Michel C. arrêta près d'un petit étang où les fleurs de cerisier tombaient comme des flocons de neige. Il s'agenouilla, prenant la main d'Hélène. Elle retint son souffle. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, le cœur battant. Sa voix tremblait. « Nous n'avons jamais eu la chance d'être mari et femme. Pas vraiment. Je veux faire les choses bien cette fois, Hélène. Pas de secret, pas de coercition, pas de désapprobation paternelle. Juste nous, construisant une famille et un avenir ensemble. » Elle plongea son regard dans le sien, voyant des larmes perler, la sincérité brillant. Son cœur s'emballa. Le souvenir de leur annulation piquait, mais la chaleur de sa dévotion actuelle était indéniable. Il sortit une bague simple, un anneau délicat avec un petit diamant. « Épouse-moi, Hélène, parce que je t'aime, parce que j'aime notre fille et parce que je veux que nous soyons une vraie famille. Cette fois, rien ne se mettra entre nous. » Des larmes cascadèrent sur ses joues alors qu'elle se rappelait le chagrin, les années perdues et l'enfant à naître qu'elle avait autrefois porté dans le désespoir. Mais maintenant, Aurore était là, preuve vivante d'un lien qu'il ne pouvait rompre. Les lèvres tremblantes, Hélène murmura « Oui ». Il se leva, l'enveloppant dans ses bras. Le vent portait le parfum des fleurs épanouies, alors qu'ils partageaient un baiser débordant de promesses. Loin des adolescents naïfs qu'ils avaient été, ils se tenaient là, deux adultes éprouvés par la vie, prêts à affronter ces défis ensemble. Le mariage fut une affaire discrète, loin du cirque médiatique que le statut social de Michel aurait pu exiger. Ils optèrent pour une petite chapelle avec seulement une poignée d'amis proches. Patricia Fournier, Grace Martin et quelques anciens camarades d'université qui se souvenaient de l'époque où Michel n'était qu'un étudiant en économie enjouée, et Hélène une écrie, veine pleine d'espoir. Pas de salle de bal somptueuse ni de paparazzi. À la place des lys blancs ornaient les bancs et une douce musique de piano flottait dans l'air. Aurore, vêtue d'une minuscule robe blanche, gazouillait alors que Patricia la tenait. Hélène portait une simple robe en dentelle, les joues rougies par l'anticipation. Michel, vêtu d'un costume noir classique, la regardait avec admiration. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, des larmes coulèrent d'eau sur le visage d'Hélène. Elle parla avec ferveur, la voix tremblante mais ferme. « Michel, tu m'as appris ce que l'amour pouvait être, et malheureusement, ce que c'était de le perdre.
Mais tu m'as aussi montré que les cœurs peuvent se guérir et que l'amour peut revenir plus fort qu'avant. Je jure de rester à tes côtés à travers chaque tempête. » La voix de Michel vacilla d'émotion. « Hélène, tu es mon étoile polaire. Je t'ai laissé filer une fois. Je ne laisserai plus jamais cela se produire. Je promets de te chérir, de t'honorer et de ne jamais laisser personne ni rien se mettre entre nous. » Leurs alliances étincelèrent sous la lumière dorée de la chapelle. Au moment où l'officiant les déclara mari et femme, Michel attira Hélène dans un tendre baiser, un mélange de soulagement, de joie et de la douceur de réparer enfin un terrible tort. Plus tard, lors d'une petite réception, ils portèrent un toast avec leurs amis les plus proches. Patricia, qui avait été témoin de la transformation de Michel, leva son verre. À Michel et Hélène Dubois, dont l'amour a surmonté les plus grands obstacles. Que leur avenir soit rempli du bonheur qu'ils méritent. Dans les mois qui suivirent, Hélène et Michel naviguèrent dans l'équilibre délicat du mariage, de la parentalité et des affaires. Il y eut des défis, bien sûr, les nuits agitées d'Aurore, l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et l'équilibre entre les réunions du conseil d'administration et les biberons, et pas prudent d'Hélène pour revenir dans le monde littéraire. Mais ils affrontèrent chaque obstacle côte à côte. Le recueil d'essais personnels d'Hélène trouva un petit éditeur, et elle reçut une modeste avance. Le monde littéraire remarqua sa prose authentique et sincère. Elle commença à intervenir dans des ateliers locaux,
partageant ses expériences avec des écrivains en herbe. La conscience d'être plus qu'une simple serveuse ou une paria des Dubois l'enhardit. Michel continua de diriger les entreprises Dubois, mettant en œuvre des pratiques commerciales plus éthiques qui privilégièrent le bien-être des employés et l'impact communautaire. Il n'avait aucun intérêt à n'être qu'un autre magnate sans cœur. Gagner la confiance du conseil prit du temps, mais sa sincérité résonna auprès d'une nouvelle génération de dirigeants. Même Robert Dubois, bien que toujours distant, semblait reconnaître la force retrouvée de son fils. Le destin leur réservait un dernier rebondissement. Un jour, alors qu'Hélène se promenait avec Aurore dans le parc, une femme frêle au visage familier s'approcha. C'était Henriette Leclerc, autrefois une secrétaire dévouée de Robert Dubois, qui avait tiré les ficelles pour orchestrer l'annulation. Maintenant rongée par la culpabilité et faisant face à sa propre mortalité, Henriette confessa toute l'étendue des manipulations de Robert. Elle révéla que Robert avait forcé l'expulsion d'Hélène et menacé de saboter toutes ses perspectives d'emploi, ne lui laissant d'autre choix que de partir discrètement. Hélène écouta, choquée. Elle avait longtemps suspecté l'implication des Dubois, mais entendre tous les détails ressemblait encore à un coup de poing à l'estomac. Cependant, la révélation d'Henriette détenait également une clé inattendue, des documents prouvant que l'annulation avait été obtenue sous la contrainte et qu'Hélène avait droit à certaines acties. Once, que Robert avait promise comme une forme de pot de vin pour son silence. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda Hélène, la voix tremblante d'un mélange de colère et de pitié. Les yeux ridés d'Henriette brillèrent de larmes. « Je ne peux pas quitter ce monde sans essayer de réparer mes torts. Vous méritez de connaître la vérité. » Hélène prit les documents, le cœur battant. Plus tard, elle les montra à Michel. Bien que furieux de la tyrannie de son père, Michel la réconforta en disant « Le passé est le passé. Nous avons l'un l'autre maintenant. C'est tout ce qui compte. » Cependant, les documents donnèrent également à Hélène le pouvoir de réaliser qu'elle avait une participation légitime dans les entreprises Dubois, bien que modeste. Elle décida de ne pas engager de poursuites judiciaires, mais garda les documents comme une sauvegarde, s'assurant que Robert Dubois n'oserait plus jamais essayer de les séparer. Les derniers, reste question étant réglés, Michel et Hélène se retrouvèrent sur le balcon de leur maison de ville par une chaude soirée, Aurore endormie à l'intérieur. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, témoignant du chemin parcouru. Hélène posa sa tête sur l'épaule de Michel, leurs doigts entrelacés. Ils avaient traversé le chagrin, la trahison et les fardeaux de la richesse, pour en ressortir plus forts et plus unis. Leur histoire n'était pas un conte de fées. Il y avait eu trop de douleur pour cela. Mais c'était une histoire de rédemption, d'un amour qui refusait de mourir sous le poids de la cupidité et de l'orgueil. Avec la douce respiration d'Aurore en arrière-plan, Michel déposa un léger baiser sur la tempe d'Hélène. Elle sourit, les larmes de gratitude perlant à ses yeux. « Merci, murmura-t-elle, de ne pas avoir abandonné cette fois. » Il se tourna vers elle, son regard plein de chaleur. « Merci de m'avoir donné une secours, nain de chance. » Et alors qu'ils se tenèrent serrés, l'air vibrant de la promesse tranquille d'un nouveau départ, ils surent que cette fois, le nom Dubois serait construit sur quelque chose de plus durable que l'argent, une famille liée par l'amour. Ainsi se termine le voyage tumultueux de Michel Dubois et Hélène Garcia, deux âmes prises entre le choc brutal de la fortune et du destin, qui ont découvert que le vrai bonheur ne vient pas de la richesse ou de l'empire, mais de la force du pardon et de l'amour durable. Leur histoire nous rappelle que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir, qu'avec un remords sincère et une détermination inébranlable, les cœurs peuvent guérir et l'amour peut en effet avoir une seconde chance. Si vous avez été ému par leurs épreuves et leur triomphe final, alors joignez-vous à nous pour célébrer l'amour, la rédemption et le pouvoir de l'espoir. Aimez cette vidéo si vous croyez aux secondes chances. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une étincelle d'espoir et abonnez-vous pour d'autres récits captivants qui apportent larmes, rires et inspiration sur la grande scène de la vie. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, peu importe à quel point le chemin est sombre, l'amour trouve toujours un moyen.